Les prix du carburant devront augmenter entre 7 et 15% après l'application du projet de loi de finances 2017. Un avant-projet qui fait déjà des mécontents. Nous allons essayer de décrypter les buts et conséquences de ces nouvelles taxes avec l'économiste Mohamed Hamadouche. Il sera en ligne avec nous dans quelques instants. À l'étranger, une explosion au Bangladesh fait au moins 15 morts et 70 blessés. La déflagration a eu lieu dans une usine d'emballage au nord de Dhaka. Et pour notre rubrique Voyage, nous vous emmènerons du côté du pays des kangourous, visiter un des chefs-d'œuvre de l'architecture contemporaine, je nomme l'Opéra de Sydney. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le samedi 10 septembre et on entame cette édition avec ce point relatif à l'avant-projet de loi de finances 2017. Une nouvelle augmentation devrait toucher les prix du carburant cette fois. Des hausses comprises entre 7 et 15%. Du côté économique, ces augmentations permettraient de réduire la consommation intérieure et la facture d'importation. Mais du côté des automobilistes, cette situation leur semble d'entrée de jeu insensée. Neila Eidhamouda. L'avant-projet de loi de finances 2017 qui devrait être soumis au gouvernement cette semaine contient une série de mesures fiscales. Les prix du carburant devraient connaître une nouvelle augmentation l'année prochaine afin de réduire la consommation intérieure et la facture d'importation. Ces augmentations pourront aller jusqu'à 10% du prix de l'essence et de 7% pour le diesel. En ce qui concerne le sans-plan, le super et le normal, les prix augmenteront respectivement de 13,08%, 12,94% et 14,11% le litre. Les automobilistes considèrent que cette augmentation est insensée. Cette augmentation nous détruira. Nous ne comprenons pas à quoi elle sert. Ils veulent nous ruiner. Nous ressentons vraiment cette hausse. Nous faisons le plein du carburant, mais il brûle rapidement. 1000 dinars d'essence ne tient même pas une journée dans les embouteillages. À peine l'augmentation de 2016 digérée par les automobilistes, ces derniers devraient être confrontés à ces nouvelles taxes. Une pilule qui aura du mal à passer. Les personnes à faible revenu sont les perdants. Il faut qu'il y ait une entente entre le peuple et le gouvernement. Les autorités doivent reculer. Nous demandons aux autorités de réfléchir pour le bien du peuple. Nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts. On ne devrait pas toucher au prix du carburant. La crise est là. Une augmentation annoncée du carburant à la pompe ne peut qu'entrer dans la logique des choses, même si pour les Algériens, cette logique est une pilule très dure à avaler. Et nous avons en ligne avec nous Hamidouche Mohamed, économiste. Bonsoir, monsieur Hamidouche. Bonsoir. L'avant-projet de loi de finances 2017 prévoit des taxes et impôts qui touchent directement le consommateur. Première question, pourquoi ces taxes? Quelles répercussions sur l'économie et quelles répercussions notamment sur le pouvoir d'achat? D'abord, la répercussion elle est directe sur les ménages parce que tout il va se faire en utilisant l'énergie. Un service qui est rendu ou un produit qui est vendu, il nécessite un transport. Donc, c'est une répercussion qui est directe. Les ménages qui ont des voitures, qui ont besoin d'utiliser ces moyens de transport, donc ils vont payer le carburant encore plus cher. Et puis ceux qui n'ont pas les véhicules ou un moyen de transport, donc ils vont utiliser les moyens de transport, ils vont par conséquent payer c'est-à-dire la ligne encore plus chère. Ça, c'est ce qu'on voit directement, mais l'essentiel, c'est que c'est une répercussion sur la compétitivité de l'économie. Et je rappelle que dans les négociations de l'Algérie avec l'Organisation mondiale du commerce, les Américains, surtout les Américains et les Européens, exigeaient à ce que l'Algérie se dirige vers un prix du carburant qui évolue en fonction du marché. Parfois, il est à la hausse, parfois, il est à la baisse. Mais ce n'est pas le cas. L'augmentation du carburant, c'est une forme de taxe qui va améliorer les recettes pour l'État, pour équilibrer le budget, mais ça touche directement les entreprises et les ménages. Est-ce que ces taxes seront suffisantes pour faire face à la crise ?
Je pense pas parce que le problème c'est que au niveau du budget, jusqu'à maintenant on n'a pas mis une barre c'est-à-dire qui limite les dépenses par rapport aux recettes, c'est-à-dire le déficit budgétaire. Je rappelle que par exemple aux États-Unis vous avez un mur budgétaire qui dépasse légèrement les 15 milliards de dollars. S'il y a un déficit, il doit passer par l'Assemblée ou par le Sénat. C'est le cas pour l'Union européenne, donc le déficit il est limité à 3%. En Algérie, nous avons un déficit qui tourne autour de 20%. Et ce déficit trouvé, c'est-à-dire on absorbait le déficit par rapport au fonds de régulation. Maintenant, le fonds de régulation, une fois qu'il est vidé, c'est-à-dire que quelles que soient les taxes qu'on va utiliser, ça va être vraiment difficile parce que un déficit qui est de l'ordre de 20 milliards de dollars, je pense pas qu'une taxe de 5 dinars ou de 3 dinars sur quelques litres va pouvoir équilibrer le budget de l'État. Et justement, le Premier ministre Abdelmalek Sellal a déclaré que les réserves de change ne baisseront pas sous la barre des 100 milliards de dollars. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela est possible en 2019 c'est-à-dire lorsqu'on revient à l'analyse du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, elle est basée sur des modèles économiques, donc on anticipe, on prévoit. Donc c'est des institutions qui ont assez de compétences, disons qu'ils ont assez d'informations à l'échelle mondiale et par conséquent, on fait que des prévisions. Maintenant, en Algérie, normalement, ce chiffre doit être donné par la Banque d'Algérie, c'est pas le Premier ministre, parce que le Premier ministre, c'est pas son rôle, les réserves de change. Et je rappelle que jusqu'à maintenant, la Banque d'Algérie vous donne des chiffres de l'année dernière, alors qu'elle n'a même pas les chiffres, c'est-à-dire, ou bien ils sont pas, c'est-à-dire les chiffres actuels, ils sont pas publiés. Donc je penserais que c'est vraiment difficile pour une institution telle que la Banque d'Algérie, qui peut, avec ses ressources, c'est-à-dire ressources humaines plus ou moins limitées, a les capacités et les compétences pour pouvoir prévoir les réserves. Donc, vous savez, avec une arithmétique, 1 plus 1 au moins, on va dire que ça va être supérieur à 100 milliards de dollars. Je pense pas. Moi, je croirais plutôt les institutions internationales qui disent que le chiffre serait nettement inférieur par rapport à ce qu'a dit le Premier ministre Sellal. Et justement, jusqu'où ira l'État, selon vous, dans cet axe? Vous savez, moi je pense que, c'est-à-dire que le mois de février, le baril, il était autour de 29 dollars et c'était la panique. Donc, la panique au niveau de l'échelle de l'État. Donc, on pensait que il y a tellement d'informations et le fonds de régulation allait disparaître. Et puis, qu'est-ce qu'on fera pour l'année prochaine? On disait que c'est pas le cas, c'est pas le lieu. La moyenne du pétrole Brent serait autour de 50 jusqu'à 55 et le marché vient de le confirmer récemment. Donc c'est pas le cas exactement ça, c'est pas aussi catastrophique pour l'année prochaine. Moi je pense qu'il faudrait aller vers un peu de rigueur. Nous ne sommes pas en crise économique c'est-à-dire telle que stipulent beaucoup d'économistes. Nous ne sommes pas dans un cas de crise financière. Nous sommes dans une crise de gestion, de management, de rationalité. Il y a lieu à ce qu'un État qui dépensait autour de 100 milliards de dollars par an, nous devrons aller vers une dépense allégée et c'est-à-dire sortir le poids de l'État dans l'économie. Et je ne pense pas qu'on se retrouvera avec cette économie de bout de chandelle auquel on essaye de gratiner une taxe par là, un dollar par ici, un dinar par ici comme recette et faire des coupes budgétaires, quelques dinars par là, quelques dinars par là pour terminer l'année. Et justement, en parlant de pétrole, y a-t-il un espoir de trouver un accord sur le gel de la production de pétrole lors de la réunion qui se tiendra à Alger?
par l'OPEP? Alors, pour la réunion qui va se tenir à Alger, je crois que, c'est-à-dire que c'est pas la réunion en elle-même qui est la finalité. Il faut voir ce qu'en pensent les marchés. Les marchés l'ont anticipé. Ils l'ont anticipé le mois de juillet. D'ailleurs, mois de juillet, il fallait aller vers parce que il y a beaucoup qui pensent que on va aller vers le gel de la production. C'est pas ce que veut l'OPEP. L'OPEP, c'est-à-dire, je rappelle que le mois de juillet, mois d'août, on a vu une reprise de la demande de la Chine, qui est, mois d'août, c'était autour de 6,6 millions de barils par jour. Maintenant, est-ce que à cette augmentation spontanée de la demande, est-ce que l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire passerait de 10 millions 400 à 11 millions, ou est-ce que la Russie passera de 10 millions 800, 2 millions 600 jusqu'à 11 millions? Donc je pense que le G20, il a réglé plus ou moins cette perspective, et si il y a un consensus entre un grand producteur des pays de l'OPEP et un grand producteur des pays hors OPEP, ça veut dire c'est-à-dire on se dirige vers un scénario qui est plus ou moins maîtrisé, et cette partie, c'est-à-dire nous oriente vers un baril entre 50 et 60, qui est à peu près le consensus entre pays producteurs et pays non producteurs. Merci monsieur Hamidouche Mohamed, économiste. Et comme chaque année, à l'approche des fêtes religieuses, le problème des transports se pose. Et ceux qui en pâtissent le plus, c'est les voyageurs qui se déplacent hors wilaya pour passer les fêtes en famille. Pour parer à ce problème et éviter les longues files d'attente qui éreintent et poussent à bout les usagers, la SNTF et la Sogral ont mis en place des programmes de renforcement de leur flotte pour optimiser le transport et gérer le flux de voyageurs en cette veille de Eid al-Adha. Souhila Kilal. En prévision de la fête de Eid al-Adha, la Société nationale des transports ferroviaires a établi un programme de renforcement des trains pour permettre à ses 30 000 usagers de voyager en toute sérénité. Pour la période allant du jeudi 8 septembre au samedi 17 septembre, la SNTF prévoit de renforcer la composition des trains de grande ligne sur l'axe Alger-Oran et Alger-Constantine-Annaba, de jour comme de nuit, en respectant les horaires habituels. Pour le premier jour de l'Eid, en ce qui concerne les régions est et ouest d'Alger, les premiers trains partiront après le sacrifice, c'est-à-dire aux alentours de 11h du matin. Nous attendons quelques 3000 voyageurs sur les grandes lignes aussi, et 30 000 pour l'est et l'ouest de la capitale. Pour le deuxième jour, nous prévoyons le retour d'un trafic ferroviaire normal aux horaires habituels. De son côté, la Sogral, la société de gestion de la gare routière d'Alger, rassure ses voyageurs et les informe qu'un nombre conséquent de bus sera mis à leur disposition pour leur permettre de se rendre dans les différentes villes du pays afin de pouvoir passer la fête de l'Eid. La Sogral estime le nombre de ses voyageurs pour l'occasion à 35 000. Pour les 2 jours qui précèdent l'Aïd, nous estimons le nombre de nos voyageurs à 35 000. Nous avons quotidiennement entre 700 et 750 voyages. Mais pour la fête de l'Aïd, nous allons dépasser les 1000 voyages. L'offre dépend de la demande. Plus on a de voyageurs, plus on aura de... Comme chaque année à cette période, les voyageurs redoutent le manque de moyens de transport vu la demande croissante, mais les entreprises en charge du secteur redoublent d'efforts pour permettre aux usagers de voyager sereinement. Et dans le même contexte, les clients d'Algérie Post sont confrontés à un problème de liquidité, un manque qui surgit toujours à l'approche des fêtes. Ajoutez à cela des distributeurs en panne. Résultat, attroupement de clients mécontents devant les bureaux de poste. Manel Chefei. Les postes sont fermées alors qu'elles sont censées être ouvertes. En plus, l'Aïd approche. Et le plus gros problème est que nous n'avons pas le droit de retirer plus de 20 000 dinars à défaut de liquidité. Des files d'attente interminables, manque de liquidité, distributeurs en panne. Comme à l'accoutumée, des millions d'Algériens peinent à retirer leur argent des postes à quelques jours de l'Aïd.
Nous avons un réel problème avec la poste de Dar el-Beda à chaque événement. Il y a beaucoup de monde et ce n'est pas tout le monde qui est servi. Je suis venu retirer de l'argent ce matin, mais j'ai trouvé le distributeur en panne. J'ai dû repartir puis revenir une deuxième fois pour retirer mon salaire. Nous avons du mal à retirer de l'argent des bureaux de poste à chaque fois qu'il y a un événement. Soit les distributeurs sont en panne, soit il y a un manque de liquidité. Et même à l'intérieur des guichets, il y a toujours des problèmes. Que ce soit à Alger ou ses environs, les bureaux de poste ont du mal à satisfaire toutes les demandes des usagers de la poste qui doivent souvent s'armer de patience. Nous ne comprenons pas pourquoi le retrait d'argent en cette période est difficile. Je me demande si c'est un problème de réseau ou de versement, mais c'est à chaque fois pareil. Le problème est le même à l'intérieur des guichets ou au niveau des distributeurs. La poste est fermée et devant les distributeurs, il y a de longues files d'attente. C'est notre argent et nous avons du mal à le retirer alors que c'est l'Aïd. En l'absence de solution radicale, retirer de l'argent à l'approche des fêtes devient problématique pour les clients d'Algérie Post. En international, au Bangladesh, 15 morts dans une explosion, 13 morts dans un attentat à la bombe en Irak, au moins 2 morts dans un accident au Bénin. Et enfin, la Russie et les États-Unis s'accordent sur un cessez-le-feu à Djordjilali. Ce samedi, au moins 15 personnes ont été tuées et 70 autres blessées dans un énorme incendie. Ce dernier a été provoqué par l'explosion d'une chaudière dans une usine d'emballage au nord de Dhaka, au Bangladesh. Une centaine d'ouvriers travaillaient au moment de la déflagration dans ce bâtiment de 4 étages. En Irak, l'explosion de 2 voitures devant un centre commercial a fait au moins 13 morts et 30 blessés dans la nuit de vendredi à samedi. La détonation a été provoquée par une charge installée dans une voiture et une autre par un véhicule bourré d'explosifs, piloté par un kamikaze au centre de Bagdad. Au moins 2 personnes sont mortes et une soixantaine de blessés dans l'explosion d'une décharge d'enfouissement de produits avariés à Toribosito, au Bénin. L'explosion a été entendue après qu'une entreprise a déversé de la farine de blé avariée dans cette décharge et y a mis du feu, selon des témoins. Les États-Unis et la Russie ont salué samedi la conclusion d'un accord scellé après une journée marathon de négociations à Genève qui vise à remettre en route le processus de paix en Syrie. Une trêve durable dans l'ensemble du pays a été conclue pour faciliter les opérations humanitaires. Cette trêve devrait démarrer dans la nuit du dimanche à lundi et coïncidera avec la fête de l'Aïd al-Adha. Sport, football, suite et fin ce soir de la 3e journée de Ligue 1 avec le déroulement des 6 dernières rencontres. 2 rencontres tirent déjà à leur fin. Il s'agit des matchs de RC Relizane et Mouloudia d'Oran et d'Olympique Médéa qui est opposé à l'Entente de Sétif. À partir de 19h aujourd'hui, le Mouloudia d'Alger affronte le Chabeb Ores de Betna, l'USM Belabès contre le Nasr del Hussein-Dey, JS Kabylie face à l'USM Harash et à 21h, le CS Constantine sera opposé au Mouloudia de Béjaïa. En handball, et après la qualification hier soir de la sélection algérienne des moins de 19 ans et au mondial prévu en Italie, l'autre sélection algérienne, cette fois-ci celle des moins de 21 ans, débute demain son championnat d'Afrique à Bamako, au Mali. La sélection algérienne essaiera de renouer avec un sacre qui lui fuit depuis 28 ans. La compétition se jouera sous forme de poule unique avec la présence de l'Égypte, la Tunisie, la Guinée et le Burkina Faso. Le premier sera déclaré champion. Cependant, une absence de taille chez les Verts, celle de l'arrière droit Ayoub Abdi, ayant déjà évolué avec les seniors. Abdi a été sanctionné pour un écart disciplinaire. Premier match pour l'Algérie lundi face à la Tunisie.
On passe à notre partie magazine et votre rubrique hebdomadaire Voyage Voyage. Il a été inauguré en 1973. Il fait partie des œuvres architecturales majeures du XXe siècle. Il représente quasiment l'emblème de son pays. Petit tour ce samedi du côté de l'Opéra de Sydney avec Sohila Akilal. L'Opéra de Sydney ou Sydney Opera House est l'un des plus célèbres bâtiments du XXe siècle. Avec une longueur de 183 mètres et 120 mètres de largeur, l'opéra s'étend sur une superficie de 1,8 hectares carrés. Il est supporté par 580 piliers de béton qui s'enfoncent jusqu'à 25 mètres au-dessous du niveau de la mer. Chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes, voyage, voyage. Situé dans le port de Sydney, il est le voisin du Harbour Bridge, célèbre pont de Sydney constitué d'une seule arche. Le paysage qui en résulte est d'ailleurs devenu un symbole de l'Australie et de Sydney tout particulièrement. L'opéra est aujourd'hui une attraction touristique majeure de la ville. C'est son design original qui fait sa notoriété. Voilier pour les uns, coquillage pour les autres. Il a été imaginé par le Danois Jorn Otting. Ce monument architectural s'organise principalement en deux séries de 3 grands coquillages qui se chevauchent les uns les autres. Les coquilles sont entourées de terrasses qui font office de promenade piétonne. L'Opéra de Sydney accueille environ 1500 spectacles chaque année et abrite 5 théâtres, 5 studios de répétition, 2 grands halls d'entrée, 4 restaurants, 6 bars et de multiples magasins de souvenirs. Il fut inauguré le 20 octobre 1973 par la reine Elisabeth II au programme des feux d'artifice et une exécution de la 9e symphonie de Beethoven. Des millions de personnes assistèrent à l'événement qui fut retransmis à la télévision. Le 28 juin 2007, l'Opéra de Sydney a été consacré patrimoine mondial par l'UNESCO. C'était un sujet de Sohila Akilal. Merci de votre attention. À demain et excellente soirée.